m'appelle Albert Lefebvre. Je suis né le 12 mai 1928 à Charmes, dans l'Aisne. Et le 6 juin 1944, j'avais 16 ans depuis une quinzaine de jours. Ici, Lens. Les Français parlent aux Français. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ça s'est détérioré avec le temps. Il y avait une anse, là. Ils arrivent là, ils sont accueillis par les mitrailleuses. Il y avait un canon de plein air qui était ici d'une tourelle. Je comprends, il n'y avait pas ces buts qui étaient là devant. Et alors qui arrosaient là. Et le gros canon était dans le fortin. C'est là que le militaire allemand s'est rendu compte que c'était le débarquement, qu'il a vu toute cette flotte qui arrivait. Imagine-toi ici, à la place de ce soldat, il n'en revient pas. Il n'en revient pas. C'est monstrueux pour lui. On ne peut pas s'imaginer. Ce que pouvaient vivre des soldats qui étaient assiégés, là. Qui se croyaient équipés pour résister à tout débarquement. Dans mon dortoir du petit séminaire de Caen, le petit séminaire se trouvait entre la prison centrale de Force et la prison d'Arrêt. On va à un petit séminaire d'où je suis parti le 6 juin pour aller en plein centre de Caen. Ça me fait plaisir de redécouvrir ça. Quand on passait ce seuil-là, c'était la liberté. Et donc ce matin du 6 juin, nous sommes réveillés par un bruit, un rondement. On avait l'habitude des bombes à Caen, mais à distance. On sentait que le bruit venait de par là. On sentait que c'était pas sur Caen. Et alors donc on essayait de voir, on ne voyait rien du tout. Mais là c'était encore plus à distance. Alors on se rendait compte que ce n'était pas sur Caen. On était là dans l'expectative, on s'habille bien sûr, on fait un brin de toilette et on attendait les informations. Arrive le père Gouillet qui vient nous dire les Alliés essaient de débarquer, les Allemands nous chassent. Et disent à nos responsables, à nos professeurs, on prend le petit séminaire ici pour faire une forteresse. Et alors donc il faut que vous déménagiez. De mon temps, le panneau de basket qui était ici, ils étaient là, les panneaux de basket. Et on jouait au basket ici, on s'entraînait. Et là-haut, ça avait reçu un obus. Et là, c'était l'infirmerie, là, ici, là, au milieu. Voilà. Et vous étiez là le jour du débarquement? Oui, j'étais là, oui. Oui, ben oui, ça me fait plaisir de rencontrer un collègue de l'époque. Je vois son portrait. Ah bon? Maintenant de jeune. Vous n'êtes plus le même, hein. Mais... Je ne suis pas changé, quelle surprise. Tout d'un coup, ça y est, je te revois là, oui, avec Jean Godet. Voilà. Alors, ça fait 75 ans de ça, Oui. mais ça reste, parce que ça a trop de relief. On ne peut pas oublier ça. Oui, on ne peut pas oublier ça, oui. On disparaîtra tous dans peu de temps, mais bien content de la vie qu'on a eue. Bon, on aura encore plein de choses à se dire. Oh, sûrement, oui. Certainement, oui. Les Alliés essaient de débarquer. Les Allemands nous chassent du petit séminaire parce qu'ils vont en faire une forteresse de résistance. Nous allons aller en centre-ville parce que les Alliés sont des gens civilisés. Ils ne bombardent pas les lieux où habitent les civils. Donc nous étions confiants et nous voilà partis. Ce que le père Gouillet ne savait pas, c'est qu'il y avait eu des tracts de diffusés demandant aux habitants de la ville de Caen de quitter la ville. Au revoir et merci.
est parti par là. Le matin du 6 juin, on est descendu par ici. On arrive donc à Sainte-Marie, rue de l'Oratoire, à Caen. Oui, ça n'a rien à voir. On dépose les petits paquets qu'on avait parce qu'on avait pris de maigres bagages. Nous avons mangé et ensuite désœuvré. Nous allions les uns et les autres tantôt sur la cour de récréation du Petit Sainte-Marie ou bien dans une de leurs pièces d'études qui était là où nous avions des jeux d'intérieur, échecs, dames, etc. C'était la détente, on attendait que le temps passe et eh bien, on nous a distraits assez vite, vers 1h30, avec un orchestre de bruit et puis un spectacle de poussière. Et d'un seul coup, un bruit étrange, surprenant. Le bruit d'une locomotive qui relâche la vapeur et qui allait en s'amplifiant. Je suis surpris, je dis c'est pas possible, on est à côté d'une voie ferrée. J'avais perdu mes points de repère. Et puis tout d'un coup, c'est un bruit, des bruits fracassants, énormes. Les fenêtres, tout vole en éclats. Je me recroqueville, je suis environné d'un nuage de poussière. Et puis le nuage de poussière se dissipe progressivement. J'entends la voix de camarades. On n'est pas tellement conscient, on est là, on est débordé par les événements. On fait comme on peut. On essaie de s'ajuster. Et on n'est pas pris par la peur, on est surpris d'être là, encore. Et on se rend compte qu'on aurait pu ne plus être là. Je me retourne, je vois un bras qui s'agite. Je reconnais le bras de Jean Magonnet. Alors je me précipite, j'essaie d'enlever, de débarrasser, mais par où? On ne sait pas où est la tête, dans quel sens elle est. Alors je suis le bras, je suis le bras, je suis le bras, j'arrive à l'épaule. Et puis à ce moment-là, le bras retourne. Je pense qu'il est mort. On m'a raconté plus tard qu'il est mort quand il a été déterré. Il est mort sur la civière qui l'emportait à l'hôpital. Alors je l'abandonne, je vais soulever des cailloux à droite à gauche, je découvre la tête d'un professeur de Sainte-Marie qui est là. Je lui dis, on va venir vous délivrer tout à l'heure, si vous pouvez attendre. Je sais qu'il a survécu. Et arrive l'équipe de secours et je reconnais à la tête de cette troupe un camarade qui s'appelait Jean-Marie Giraud et il est par la suite devenu maire de Caen et un maire remarquable. Donc il arrive et dit, écoute, avec tes copains, tu dégages d'ici, on va s'occuper de déblayer et d'aller au secours de tout le monde. Je dis aux copains qui étaient là, écoutez, on va à Balleroy, je vous emmène chez ma mère, Balleroy. On rencontre un professeur en cours de chemin, le père René Letourny, qui nous dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes tout seul? J'emmène mes copains à Balleroy. Oh, il dit pas du tout. Demain matin, on va descendre sur Évrecy. Le 7 juin, donc on nous a dit, on quitte les tranchées là maintenant, et puis on va sur Évrecy, c'est un peu à l'arrière, on sort de ville. Et le voyage, c'était angoissant, d'un seul coup. On voit les chars qui viennent, mais alors des kilomètres de chars allemands qui montaient sur le front le 7 juin. Et au-dessus de nous, il y avait un vol continu d'avions, qui nous avaient repérés, mais qui volaient. Moi, je pensais, ils ont une occasion unique de bombarder les blindés qui montent vers le front, ils ne vont pas s'en priver. Mais nous, on est là, avec nos professeurs qui nous maintiennent sur la même route. Et puis après, on a repris la route et on est arrivé à Évrecy. Le père Bigard vient me voir. Les Anglais sont débarqués maintenant. Pour les Allemands, c'est fini la guerre, ils vont reculer tout le temps. Je vais franchir les lignes. Est-ce que tu viens avec moi? Je dis oui. Je sentais qu'on allait faire quelque chose. Mais tu ne peux pas demander à tes copains qui sont du coin s'ils veulent venir aussi. Je leur demande. Ils disent bien sûr, on vient aussi. Le 8 juin, on se met en route en direction de Villers-Bocage. Tous les quatre, le père Bigard, mes deux copains et moi, on va s'avancer le lendemain matin, 8 juin, vers les lignes. Et le soir, à la nuit, on arrive au presbytère de Torteval
où le père Bigard avait prévu qu'on pourrait se loger. Bon, c'est la surprise pour le curé, mais on a été très très bien accueillis. On arrive ici, oui, c'est le presbytère. Soudain, dans la nuit, des bruits d'explosion. Je donne un coup de coude dans les côtes du père Bigard, qui se réveille à peine. Je lui dis, vous entendez? Il me dit, à peine réveillé, oui, ce sont des départs. Bon, pour lui, des départs d'obus, de canons des Alliés. Et ça continuait. Et alors, c'était de plus en plus fort. Je l'ai trouvé bien puissant, ces bruits. Je le réveille de nouveau. J'ai dit, vous entendez, père Bigard? Il est un peu plus réveillé. Il me dit, mais non, c'est des arrivées. On cherche autour où sont les tranchées, on longe un mur. Lui devant, moi derrière. Et lui à cette distance-là devant moi, s'inclinant. Et moi, incliné derrière. Et puis, entre lui et moi, un truc rouge qui passe entre nous deux. Un éclat d'obus. Une seconde plus tôt, c'était lui. Une seconde plus tard, c'était moi. Nous arrivons dans la tranchée. Le matin, ils sont allés voir les adultes qui étaient ici, s'il n'y avait pas de dégâts alentour. Alors ils sont descendus. Il y a un château, je crois qu'il s'appelle Château du Colombier, qui est par là, qui avait été touché. Et ils ont ramené des blessés. Donc ils les ramènent ici, et le père Bigard dit, mais moi je vais chercher du secours. Je vais aller chez les Anglais, ils ne doivent pas être bien loin. Il disparaît et nous laisse là avec les blessés. 2 heures plus tard, à peu près, une jeep arrive avec un soldat de chaque côté qui marchait à pied, mitraillette au flanc, et puis à l'intérieur 2 autres soldats, un conducteur et l'autre qui était l'infirmier. On connaît que ce ne sont pas des Allemands. Ils viennent, ils vont soigner les blessés. Et puis ils nous disent, on va venir avec l'ambulance, les chercher, on va les évacuer. Ils partent. Ça ne faisait pas 5 minutes qu'ils étaient partis, qu'arrivent 2 Allemands. Un adjudant-chef qui pouvait avoir votre âge, et puis un soldat qui avait mon âge à l'époque, qui avait 16 ans. Et lui, il s'était installé avec une mitrailleuse, il dominait. Son chef fait un peu le tour des lieux. Pendant ce temps-là, le jeune soldat m'appelle, me fait signe avec la main. Alors j'y vais. Et il me montre des soldats anglais qui se cachaient de haie en haie en suivant la route pour voir où se trouvaient les Allemands. Son chef revient, il demande l'autorisation de pouvoir monter au 2e étage du presbytère pour voir par l'ouverture du vasistas où se trouvaient les troupes anglaises. Tous les adultes qui sont là, silence. Ils se taisent parce qu'il y avait les blessés qui gémissaient, souvent, très souvent. Alors je dis, moi, je vous accompagne. Et puis en même temps, je me dis, je vais faire du bruit, peut-être qu'ils vont comprendre, les blessés. On monte à l'étage, au 2e étage, il regarde le paysage et puis il aperçoit un paquet de cigarettes. Il me demande s'il pouvait prendre une cigarette. Je lui offre le paquet, il s'allume une cigarette et puis on redescend. Alors moi, même scénario, je refais du bruit, etc., tout ça. Et nous sortons. On redescend et il dit à son soldat, on plie bagage et on s'en va. Ça fait pas 5 minutes qu'ils sont partis qu'arrive l'ambulance anglaise qui ramène le père Bigard et qui prennent les blessés et qui vont les emmener sur Bayeux. Et le père Bigard arrive. Alors je lui dis, bon, père Bigard, on traverse les lignes. Oh, il me dit non, demain matin. Alors les bras m'en tombent. Alors je dis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous arrivons au cimetière allemand de la Cambre. Vous voyez les tapés de petites croix. Moi, j'y vois la jeunesse d'un grand nombre de soldats qui sont morts, qui avaient à peu près mon âge à l'époque. Bon, j'y étais venu qu'une fois jusqu'à maintenant. Mais voilà, c'est triste la guerre. La guerre, c'est triste. Ce cimetière me plaît énormément par son appel au recueillement. Et c'est un recueillement par rapport à des événements que, tordus comme nous sommes, on est prêt à faire tuer des tapés de gens au nom d'une idéologie. Et quand on entraîne des soldats à la guerre, c'est pour dire qu'il faut tuer l'autre. C'est absolument inhumain, anormal. Malheureusement, on oublie très vite. Et on n'a jamais approfondi vraiment
le sens de notre existence. Et on est prêt à recommencer les mêmes conneries. On est le 10 au matin, et puis on s'en va pour franchir les lignes. On arrive, une sentinelle nous arrête et nous demande d'attendre ici. Le père Bigard discute avec des officiers et il revient vers nous, il nous dit voilà, il me propose de m'emmener à Bayeux avec eux. Vous sentez-vous capable de rentrer chez vous à pied? On habitait Balleroy, ça devait être une quinzaine de kilomètres. Oh ben bien sûr, nos jambes d'adolescents étaient capables de faire bien plus. Nous voilà partis et la campagne était paisible. On était émerveillés de trouver une nature aussi pacifiée. Et on entendait les oiseaux qui chantaient, on voyait les vaches qui paissaient. On arrive comme ça, dans le haut de la rue des Étangs à Balleroy, d'où on domine le village. Il nous apparaît entier, comme on l'avait quitté. Alors on est content. Et puis moi je rentre au magasin qui était bondé de soldats anglais qui faisaient du commerce chez ma mère, qui les servait, qui me voit, qui me fait un sourire très accueillant. Alors je l'embrasse et elle me dit « Va m'attendre à la cuisine, hein, je vais venir tout à l'heure. » Des affaires dehors. Alors dès qu'elle a pu, elle est venue me voir, j'étais descendu à la cuisine, j'étais content. J'étais content d'avoir retrouvé ma mère et ma mère était contente de m'avoir retrouvé. On était libérés et c'était merveilleux. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Je suis marqué pour la vie. Par ça, je n'en ai pas parlé pendant longtemps. Et à un certain moment, je me suis dit, peut-être que ça pourrait intéresser mes enfants et mes petits-enfants. Il faudra bien que j'en parle. Évitons le mal. La vie, c'est trop important. Parce que la haine avait enclenché de la haine, par ailleurs, entre nous, et on ne voulait plus de ça. On ne voulait plus du tout de ça.